C'est un morceau de France, aux portes de l'Amazonie, grand comme le Portugal, à peine plus peuplé que la ville du Mans. Un territoire qui porte aujourd'hui en lui une colère sourde. Jour de vote en Guyane, les bureaux ouvrent dans 1 heure. Ils fermeront. 40 000 Guyanais se sont rendus aux urnes en mai dernier avec d'immenses espoirs de changement. 92 990 électeurs sont appelés à choisir le nouveau président de la République. Le nouveau président de la République est prévenu. Les Guyanais sont loin, mais ils savent désormais comment ne pas se faire oublier. Nous sommes les enfants du pays. Vous savez très bien ce qui se passe. Il y a un moment, il faut leur dire ce qu'il y a. Pour nous aller où est ça qui est autorité, pour nous trouver solution ensemble. Tant qu'il y a qui prend des décisions sans nous, il n'y a pas qui pouvait faire rien. Ils sont des milliers. Toute la Guyane dans la rue, c'était en mars dernier. Cadres, fonctionnaires, familles, jeunes et retraités unis derrière un même slogan. Nous banquer ça, on en a marre. Puis des hommes, des femmes, Grève, barrage, déblocage, ils dénoncent pêle-mêle la violence quotidienne, l'état de délabrement des services publics, le manque d'écoles et d'hôpitaux. Un ras-le-bol général et un sentiment d'abandon de la métropole. Aux ministres qui nous insultent, qui nous manquent de respect, nous sommes abandonnés par la France. Pendant plus d'un mois, le département a été entièrement paralysé. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais pour combien de temps ? Un plan d'urgence et un accord ont été obtenus, plus de 3 milliards d'euros au total. L'État a acté un déblocage des fonds, mais sans calendrier précis. Alors, en coulisses, on s'active. Voici le collectif qui a mené les négociations avec le gouvernement point par point. Depuis la fin du mouvement, il continue de se réunir et veille. Pas question que les promesses restent sans suite. On a signé un accord, mais il faut encore faut-il voir les applications qu'il y aura de cet accord. Donc il faut suivre toutes les décisions qui ont été prises par l'ancien gouvernement, qu'on puisse voir les retombées concrètes sur le territoire. Et enfin, négociation le jeudi pour signature. Quelques semaines auront suffi à ces simples citoyens à fédérer les intérêts de l'ensemble des Guyanais. Ils sont devenus des acteurs incontournables, plus encore que les élus locaux. Cette jeunesse-là, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est adressée directement et franchement aux politiques. Et la méthode qu'ils ont employée a permis de pouvoir avoir ce qu'on a eu. Et ce dont les politiques ont essayé pendant plusieurs années, pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'avant, les politiques décidaient un peu seuls. Et que là maintenant, le collectif est là pour apporter les idées et les besoins de la population. Et la Guyane a fait sa révolution. Voilà. Je pense que ce n'est qu'un début. Et je pense que tous les Guyanais sont conscients de ça, je pense. Vous pensez que à nouveau la Guyane peut être paralysée, à nouveau les Guyanais peuvent retrouver leur colère? Tout dépend comment ça va se passer. Parce que nous savons maintenant que le gouvernement est en train de se mettre en place. Et forcément, il y aura des répercussions par les Guyanais. Je pense. On est confiant, mais on est en attente. Qu'est-ce que vous voulez voir changer absolument, vous, dans votre quotidien? Le développement de la Guyane, la fusée qui part, il n'y a pas de souci, mais j'estime que tous les retombées concernant justement Soyouz, Ariane, etc. ne sont pas suffisamment pour le peuple guyanais. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Avec le mouvement social qu'on a eu, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, il faut que les choses changent et je suis confiant que ça change. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Vous l'aurez compris, Investigation bouscule ses codes pour vous proposer ce soir une émission spéciale consacrée à la Guyane où nous sommes actuellement. Regardez, je suis en plein centre-ville de Cayenne, à 7000 km de Paris, mais dont vous avez forcément entendu parler. Souvenez-vous de ces images qui faisaient la une des médias nationaux, celles de ces hommes tout de noir vêtus avec des cagoules, porte-parole du peuple guyanais, mais aussi de ce slogan « Le bon ça, on en a marre ». La Guyane, comment a-t-elle pu ainsi s'embraser soudainement avec des milliers de Guyanais dans les rues qui scandaient leur colère? Comment
En est-on arrivé là? Pourquoi une telle situation peut-elle se reproduire? C'est ce que nous vous proposons de découvrir avec ce document exceptionnel. Nos équipes ont sillonné le territoire entier à la rencontre de simples acteurs de la société civile, d'élus locaux, de représentants de l'État. Ils nous ont tous ouvert leurs portes pour vous livrer leurs témoignages. Vous allez voir que certaines expériences vont vous surprendre. Leur quotidien va parfois même vous révolter. La Guyane, une terre de contraste, faite d'excellence mais aussi de violence, capable du meilleur comme du pire. Ce soir, Investigation vous conduit en Guyane sur les routes de la colère. C'est ici, à Olizette, dans la banlieue de Cayenne, que tout a commencé. En février dernier, Jocelyn et José sont témoins du meurtre de leur jeune cousin. Il s'appelait Hervé Tambour. Il a été froidement abattu alors qu'on tentait de lui dérober sa chaîne en or. C'était là? Oui, c'était le 11 février, vers 15h. Ils ont tiré sur lui à bout portant. Deux balles. Ils ont tiré une première fois sur lui, et puis se lâcher, je pense pour puis se lâcher. Il a eu des impacts là, sur l'abdomen. Et après, pour l'achever, ils ont tiré au niveau du sexe, tout ça. Un meurtre avec beaucoup de violence. Il y a bout portant. On a même trouvé des cartouches. On a retrouvé. Et on arrive. Avec un canassier. Un canassier. Beaucoup de braquages maintenant, c'est terminé en meurtre si la victime veut riposter. Ah, c'est un meurtre, direct, il tire. Il y avait déjà un ras-le-bol et puis là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et qui a fait que la Guyane n'a pas supporté une violence en plus de plus. Le meurtre de trop. Dès le lendemain, Jocelyn et José réunissent tous leurs copains du quartier. Ensemble, ils créent les 500 frères contre la délinquance et passent à l'action. Car samedi, un des enfants du quartier a été tué. Pénètre l'enceinte de la collectivité. Cagoule vissée sur la tête et coups d'éclat devant les caméras. Ils envahissent la collectivité territoriale en pleine conférence internationale et s'en prennent violemment à l'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Ils crient leur colère et dénoncent cette violence quotidienne devenue insupportable. Vous êtes en sécurité avec nous. Là, vous êtes en sécurité. On n'est pas venu pour le bordel. On est simplement venu dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Ils tuent les gens tous les jours pour rien. 4 morts en 4 semaines. Les lois sont pas bonnes. La métropole découvre intriguée et inquiète ces hommes aux airs menaçants, au semblant de milice. Eux mettent un point d'honneur à afficher leur non-violence. À les écouter, Olizette serait devenu un quartier invivable. Jocelyn, qui fait partie du noyau dur des 500 frères, en est convaincu. Le quartier est une cocotte minute prête à exploser tant l'exaspération est palpable parmi les habitants. La Guyane, c'est une poule aux œufs d'or pour, comment dirais-je, pour tous les autres pays étrangers qui nous entourent. Quoi. Moi, je dis que les bandits qui viennent agresser les gens ici, lorsque quelqu'un a une chaîne en or, il tire dessus, il agresse, pour moi, c'est un problème qui est facilement réglé ici. Si on veut, il suffit juste de désobéir à la loi française et puis d'agir sur ces gens-là, parce que le problème est chez nous, là. De se faire justice soi-même. Voilà, c'est simple. Et c'est ça que vous faites ici? Si moi je le fais, c'est pas quelque chose qu'on dit. Mais pour moi personnellement, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça. En gros, les malfrats sont super protégés ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Plus que vous avez l'impression? Pas plus que vous, plus que tous les Guyanais. Les présidents qui sont passés ne se sont pas souciés de ce qui se passe. Ils se sont souciés de d'autres sujets. Mais là, pour l'insécurité, moi, je ne vois encore rien. C'est pour ça que je dis que c'est au travail du Guyanais, les gens dans le territoire, à se défendre contre ces gens-là et faire justice.
La Guyane est aujourd'hui devenue le département le plus violent de France. Et Olisette en est l'illustration. Il y a 10 fois plus de vols avec armes qu'en métropole. Le quartier est investi par les trafiquants de drogue. À plusieurs reprises, lorsque nous croisons les points de vente, Jocelyn nous demande de baisser notre caméra. Un peu plus loin, une succession de logements insalubres où s'entassent une quinzaine de familles. Beaucoup sont originaires du Suriname voisin, comme cette femme qui vit ici seule avec ses enfants. Vous êtes combien à vivre ici? On est 5. Et il n'y a que 2 lits? Oui. Vous n'avez pas l'eau courante? Non, je n'ai pas d'eau, pas de toilette. Ma mère m'a emmenée ici quand j'avais 4 ans. J'ai pu aller un peu à l'école. Depuis, je suis restée à Cayenne, depuis que j'ai 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, depuis combien de temps vous êtes ici? Depuis que je suis toute petite. Mon bébé a 2 ans et je faisais des allers-retours avec le Suriname. Mais vous ne parlez pas français? Non, je n'ai pas trouvé de boulot à Cayenne. C'est pas possible. Elle dépend de l'aide alimentaire de la Croix-Rouge. C'est la sécurité sociale qui m'aide. Ils donnent de la nourriture pour mes enfants. Et elle renouvelle régulièrement son titre de séjour. Quant à ses enfants, ils sont nés ici. Ils sont donc français. Au fond de la cour, d'autres familles, d'autres parcours. Et les mêmes complaintes. Ils se disent abandonnés. Sur le territoire, un tiers des habitants sont de nationalité étrangère, 5 fois plus qu'en métropole. Et puis il y a ceux qui sont nés ici, des Guyanais, enfants d'immigrés. Apparemment, enfin, les présidents qui ont été élus en France, ben, c'est comme si ce pays-là n'avait pas de président en fait, dans ce pays-là. Parce que, enfin, comment dire, tout le monde s'en fout de ce pays, c'est pour ça que les choses se passent comme ça en fait. Jocelyn et tous les habitants du quartier s'étaient déjà mobilisés pour dénoncer les conditions de vie insalubres de leur quartier. C'était en 2001. Olisette était alors le plus grand bidonville de Cayenne. À l'époque, ils avaient déjà menacé de créer leur propre milice pour remettre de l'ordre. Sous la pression, les habitations sauvages ont été rasées par la mairie. Des logements sociaux ont vu le jour. Mais 15 ans plus tard, ces mêmes constructions sauvages réapparaissent ça et là sous la pression démographique et migratoire. Menaçant de créer leur milice. Et 15 ans plus tard, les habitants se sont de nouveau mobilisés. Ce sont les 500 frères qui, de manière spontanée, ont pris la tête du mouvement de fond qui a paralysé tout le territoire. Les 500 frères, c'est d'abord une bande de copains qui ont grandi ensemble dans ce quartier et qui avaient pour habitude de se retrouver dans ces salles de musculation improvisées pour tuer le temps, mais aussi pour rester dans le droit chemin. Allez, Manuel, bougez beaucoup, allez. Monsieur, Manuel, commencez par contre. 10. On a commencé avec des ponts ciment, une barre ciment. On faisait des petites muscules, après, le fil à aiguille, on a acheté des matériels. Et voici le résultat. C'était pour donner une motivation, un but aux jeunes du quartier. Oui, le seul truc que je disais, quand ils dépassaient cette porte-là, tous ceux qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils étaient braqueurs, voleurs, tous ceux, ils étaient derrière la porte. Ils rentrent, ils font leur muscu, ils discutent, et après quand ils repartent avec tout. Allez, va. Les copains d'enfants sont grandis, beaucoup ont trouvé un travail. Policiers, gendarmes, vigiles, leur passe-temps est devenu un moyen de se vendre sur le marché. Dès le départ, grâce à la musculation, j'ai pu comprendre que mon corps pouvait me rapporter de l'argent. Donc j'ai commencé par la sécurité, donc avec la sécurité des petits doigts de gauche à droite, j'ai pu
acquérir un peu d'argent pour pouvoir justement monter mon entreprise dans le télécom. Et puis voilà, hein. Il y a ceux qui malheureusement préfèrent se retrouver au bord d'un chinois, siroter, boire de l'alcool, fumer, malheureusement dealer. Donc moi j'ai pu faire un choix grâce à la musculation de me retrouver ici, être encadré par des grands. Ça fait déjà quand même, allez, il faut compter 14 ans que je fais de la musculation, que je suis encadré justement par son frère et les autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Et voilà. Mobilisés sur la question de l'insécurité, ils ont rapidement fédéré un sentiment plus général partagé par nombre de Guyanais, l'impression d'être abandonnés par la métropole. On est français, mais nous sommes des Français délaissés. Voilà, c'est tout. Hein. La France, aujourd'hui, depuis longtemps, nous exploite, prend toutes nos richesses et on est délaissés. C'est ça la vraie réalité. Vous dites la France, mais ici c'est la France aussi. Non, dans ce genre de conflit-là, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses. Allez en métropole, demandez c'est où est la Guyane. Vous aurez de grandes surprises. Mais demandez à un enfant guyanais où se trouve la France. Voilà. Voilà la vraie différence qu'il y a quand on vit en métropole et quand on vit en Guyane. C'est ça la différence. Eh bien, le fait de savoir que nous, on doit tout apprendre de la France, le territoire français réellement lui-même. Et là-bas, ben, ils ne connaissent pas la Guyane. On s'en fout de la Guyane. C'est malheureux. Puisque la Guyane est ce qu'elle est, mais pour moi, c'est mon paradis. Pour moi, c'est mon paradis. Pour rien au monde, je lâcherai ma Guyane. Et je mourrai pour ma Guyane. Voilà. Les 500 frères sont devenus aujourd'hui des acteurs incontournables en Guyane. Non seulement ils n'ont pas disparu avec la levée des blocages, mais ils se sont structurés. Ils interviennent aujourd'hui dans d'autres quartiers que le leur, tout aussi sensibles, comme celui-ci, le quartier de Chicago à Cayenne toujours. Là encore, des points de vente, des trafiquants à tous les coins de rue. Les 500 frères répondent ce matin-là à l'invitation d'une association de quartier, les Frères de la Crique, pour venir faire de la prévention avec eux auprès des plus jeunes. Ils portent toujours leur cagoule, devenue leur marque de fabrique, mais ils se montrent bien plus souriants. Il y a ce jour-là la figure emblématique du mouvement, Michael Mancé, omniprésent sur toutes les télévisions pendant les grèves. Il faut qu'on leur donne de meilleurs repères que ceux qu'ils ont l'habitude de prendre. Donc c'est avec plaisir qu'on est là. Le rendez-vous a été donné dans la maison de quartier. Les 500 frères font passer leur message. On estime que la Guyane, le pays où nous vivons, est notre mère. Et si la Guyane est notre mère, nous sommes tous frères. D'accord ? C'est quoi un frère? C'est quoi un frère? Un frère, c'est quoi? Un frère, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut... Qui quoi? Confiance. Oui. Qui te protège. Bravo. Ça mérite des applaudissements. Est-ce que vous connaissez ça? Comme ça, on se met comme ça et on dit déterminé. Et de terminer par leur slogan de ralliement devenu célèbre depuis les blocages. Frères modèles, exemple à suivre, ils ont gagné les cœurs. Et aujourd'hui, ils multiplient les actions de ce genre. Surtout, ils ont investi un espace délaissé par les élus locaux qui le reconnaissent d'ailleurs bien volontiers. Ce jour-là, la maire de Cayenne et le président de l'Assemblée de Guyane ont fait le déplacement dans la roue des 500 frères. On a du mal à faire comprendre à la France que le regard n'est pas le même que pour la Martinique, que pour la Guadeloupe, que pour Mayotte. Et tant qu'ils n'auront pas compris ça, il y aura toujours des turbulences, il y aura toujours des mouvements comme celui-là qui a permis enfin de capter le retard. Parce que n'oubliez pas que le président Hollande avait promis à la Guyane un pacte d'avenir qui soit un plan Marshall qui puisse rattraper le retard. Et en fait, ce fut une illusion. Donc aujourd'hui, la rue a donné aux élus ce qu'ils demandaient depuis pratiquement 4 ans.
Le mouvement est loin de disparaître. Les 500 frères ont promis de se rendre disponibles partout, là où la jeunesse a besoin d'elle. C'est dans la boîte. Nous retrouvons Michael Mancé. Il était policier en disponibilité pendant le mouvement. Il vient de remettre sa démission pour ne plus être soumis à son devoir de réserve. Rien ne sera plus pareil parce que les gens, on a réveillé un peuple, on a réussi à être ensemble. Et ça, c'est déjà un grand pas en avant. Mais pour eux, on est des super-héros. On l'a compris. D'ailleurs, ça n'a pas été bien perçu. Ici, vous étiez des héros, mais de Paris, vous étiez limite des bandits avec des cagoules. C'était très mal perçu, cette image que vous avez donnée. Mais c'est ce qui est embêtant, c'est que on doit toujours se battre 10 fois plus pour faire passer nos messages là-bas que quelqu'un qui est là-bas. Et c'est hallucinant quand même. On arrive à faire des choses formidables et il n'y a que là-bas qu'on nous voit comme des bandits. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi on a fait quoi? Ces cagoules, c'était choquant. On n'aurait pas eu les cagoules, vous n'auriez pas été là. Vous pensez? C'est ça qui est triste. Pourquoi on doit arriver à des extrêmes comme ça pour être entendu à Paris? C'est ça notre problème. On est obligé d'en arriver à ce genre de choses-là pour attirer l'attention là-bas. Et pendant un mois, on a manifesté, on avait les cagoules, on a marché, on s'est déplacé, on a rencontré des gens. Et pendant un mois, vous ne saviez toujours pas qu'on existait. Vous imaginez? Et c'est pour ça qu'après, on essaye de nous stigmatiser, de dire qu'on est mauvais, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent, les actes sont plus forts. Donc au final, même s'ils ont dit qu'on était mauvais, qu'on était des bandits, les faits ont prouvé que ce n'était pas du tout ça. Merci Michael Mancé. Merci à vous de nous permettre d'être entendus là-bas. Ce sera fait. Merci. La France, après avoir d'abord beaucoup espéré de la Guyane, s'en était, il faut le reconnaître, non pas désintéressée, mais quelque peu détachée. Cette période est terminée. Ce discours historique, le général de Gaulle l'a prononcé à Cayenne en 1964. C'est l'époque où le centre spatial de Kourou voit le jour. Un fleuron de technologie. Avec d'un côté la base et ses millions d'euros d'investissement, et tout autour les quartiers sécurisés des ingénieurs venus de métropole pour y travailler. Le centre a été pris pour cible en mars dernier par les manifestants qui décident d'en bloquer l'accès pendant plus d'un mois. La tension monte. Kourou, symbole de la fracture d'une Guyane à 2 vitesses. Chez nous, crient les manifestants, on lance des fusées alors que tout autour, des quartiers entiers n'ont pas l'électricité. À se rendre au siège. Yuri Antoinette a été l'un des principaux leaders. Mobilisé pendant des semaines avec ses collègues sur ce rond-point, unique point d'accès au centre. Il y avait vraiment toutes sortes de personnes. On a vu une Guyane qui, à un moment donné, a compris que l'unité faisait la force. Et je pense que si jamais le gouvernement actuel n'entend pas nos revendications et entend oublier ou supprimer ces accords, alors la population guyanaise, comme le 28 mars, je pense, se relèvera et saura faire entendre raison au gouvernement actuel. Le centre spatial représente aujourd'hui 15% du PIB de toute la Guyane. Mais le décalage est énorme avec le reste de la ville de Kourou. Selon Yuri, l'infrastructure est défaillante. Aujourd'hui, on a un vrai contraste et un vrai retard de développement, non seulement à Kourou, mais aussi dans les autres communes, par rapport à ce que l'on voit au centre spatial. Et je pense que ces sérieux manques-là ont été trop longtemps mis de côté. On parle de 50 ans de retard. Mais c'est à peu près le constat qu'on fait quand on voit la différence entre l'économie d'ici et l'économie de la métropole, l'éducation d'ici et l'éducation de la métropole, et qu'on compare en fait domaine par domaine la Guyane et la métropole. Il y a un retard, un gap trop important. Au centre spatial, les lancements de fusées ont repris. Le personnel tente de rattraper le retard accumulé par des semaines de blocage.
La direction n'a pas encore communiqué de chiffres officiels, mais les pertes s'élèveraient à plusieurs dizaines de millions d'euros. Moi, j'ai pas été très en phase sur la méthode de blocage. 1 ou 2 jours pour marquer le coup, oui, mais je trouve que ça a été trop loin. Ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Et je vois pas en quoi bloquer la locomotive, ça peut faire avancer le reste plus rapidement. Donc, c'est quand même l'activité spatiale, c'est quasiment 9000 emplois directs et indirects. Et ça tire quand même Kourou et la Guyane vers le haut. Et donc bloquer les activités 5 semaines, pour moi ça a été difficile à accepter. Depuis, les ingénieurs se sont remis au travail. Danick Viator est responsable des transmissions vidéo pour chaque lancement. Un rôle clé, il gère des dizaines de caméras ultra haute définition. Lui et ses équipes sont les yeux de la base. On a un petit peu, beaucoup même de pression, puisqu'on se retrouve devant le mur d'image avec la fusée en grand et puis tous les opérateurs qui sont ici en salle, sans compter le public qui se trouve derrière la salle Jupiter 2 qui nous observe. Donc oui, il y a beaucoup de stress et on sent un poids sur soi, mais bon, après on est là pour ça et on a été formé pour ça, donc tout se passe bien. Originaire de Guyane, Danick a dû aller suivre des études supérieures en métropole, car le département ne compte aucune école d'ingénieurs. Il a eu de la chance et il en est conscient. La plupart des ingénieurs du centre spatial sont des métropolitains. À partir du moment où on a fait des études techniques, c'est vrai que le CSG, c'est très attractif et y rentrer, c'est un accomplissement, c'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, pour vous, c'est une mission réussie. Oui, on va dire ça, oui, c'est une mission réussie, mais ça n'a pas toujours été facile, mais c'est vrai que oui, c'est une fierté de travailler au CSG et puis de participer à l'aventure du spatial. L'espace, c'est ce qui fait rêver la majorité des jeunes étudiants du seul IUT de Kourou. C'est ici que Danick a étudié avant de devoir aller en métropole pour espérer aller plus loin. Devant ces étudiants de première année de réseau et communication, ceux qui ont le plus de probabilité d'être recrutés par le centre spatial, ils préfèrent jouer la carte de l'honnêteté quant à leur chance. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette voie royale. En termes d'ouverture vraiment de poste, en tout cas je parle pour le CSG, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup d'intérimaires par contre. Donc de la même manière que pour les stages, les intérims c'est aussi une manière de se vendre. Hein. On fait de l'intérim, des petits CDD. On commence comme ça, on se fait bien voir de son employeur et on s'est embauché à la fin en CDI. Bientôt, ils vont se confronter au marché de l'emploi guyanais. Un grand saut dans l'inconnu et probablement un parcours du combattant, plus qu'en métropole. 40% des 15-24 ans sont aujourd'hui au chômage. C'est bien pour ça aussi qu'ils choisissent les étudiants sur entretien. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez ensuite après l'IUT? C'est quoi votre rêve? J'aimerais bien travailler, mais plutôt dans tout le domaine un peu robotique et informatique. C'est quelque chose qui attire vraiment. Et ça, vous pensez que vous pourriez le faire en Guyane, ici? Alors, la formation, non, forcément. Mais travailler en Guyane dans ce domaine, ce serait... Aujourd'hui, c'est pas vraiment possible, mais plus tard, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui? Bien, tout simplement parce qu'on n'est pas assez développé pour ça. Il y a très peu d'industries, d'entreprises qui développent justement ce type de système. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises susceptibles d'embaucher. Le marché, le tissu économique de la Guyane, il est ce qu'il est. Donc, effectivement, s'il n'y a pas suffisamment d'entreprises, forcément, il n'y aura pas d'emploi pour voir. Donc, voilà, c'est mathématique, c'est ça. Bon, je vous dis au revoir. Et puis, bon courage pour la suite. Hein, ça marche. Merci pour le passage. Avec plaisir. Pardon? Vous allez nous embaucher? Écoute, pourquoi pas? Ici, hein. Ok. On viendra alors. Ça marche, avec plaisir. Passe déjà par le stage. Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes patron, vous êtes président du MEDEF Guyane
Et vous, vous avez pris la décision de participer au blocage du centre spatial guyanais sur lequel on se trouve actuellement. C'est quand même invraisemblable, un patron qui dit on bloque tout. Notre but n'était surtout pas de bloquer, on a même été les premiers à appeler à lever les barrages. Mais par contre, on était effectivement dans une démarche, c'est certain, pour faire avancer les choses. Parce qu'en Guyane, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. C'était nécessaire pour faire avancer c'est nécessaire, on l'avait déjà fait il y a presque 2 ans. Effectivement, contre socio-professionnel, là, ça a pris d'autres ampleurs. Mais oui, c'était nécessaire, parce qu'il y a trop de clignotants qui sont au rouge, il y a trop de conditions qui ne sont pas encore là pour pouvoir se développer. Il y a un constat qu'on fait qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de zone industrielle en Guyane. Il y a peu de zones industrielles, effectivement, il y a peu d'industrie, il y a peu d'économie en Guyane. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours eu de retard. La Guyane s'est développée au niveau démographique vite, pour pas dire trop vite, 3% par an. L'économie n'a jamais suivi. On n'a jamais été une terre d'économie à la base. On n'a jamais été structuré pour ça. On n'a jamais eu des infrastructures. Pas de route, pas de développement. On a à peine l'énergie, on a à peine les routes, on a à peine les formations. Et on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et on n'a pas la démarche volontariste pour faire ça. Ça vous choque qu'aujourd'hui, le tissu économique guyanais soit de la dépense publique, soit le CSG? Alors, ce qui choque, c'est qu'il n'y ait pas autre chose. Qu'on ait le CSG, oui. Qu'on ait de la commande publique, oui, absolument nécessaire pour rattraper le retard, pour qu'il y ait des écoles pour les enfants, pour qu'on ait des hôpitaux, pour qu'on ait des routes et les moyens de travailler. Oui, ce qui est absolument anormal, c'est qu'on n'ait pas de tissu économique en tant que tel, parce qu'on n'a jamais mis les politiques pour cela. On n'a jamais mis les moyens pour cela, on n'a jamais dit ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Or, on a des moyens à les chercher. Autre question, on est là pour se dire les choses. Les jeunes, il y en a des jeunes diplômés en Guyane. Il y en a des brillants. Alors en plus. Pourquoi ils ne sont pas sur le terrain? Pourquoi ils n'ont pas de travail? Le chômage en Guyane, c'est 22% contre 9% au niveau national. On monte à 45% dès qu'il s'agit des jeunes. Pourquoi les jeunes n'ont pas de travail en Guyane? Parce qu'il n'y a déjà pas de travail pour les gens qui sont expérimentés, donc il y en a encore moins pour ceux qui débutent, ça c'est clair. Et puis c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire plus confiance à ceux qui sont dans la fleur de l'âge, de 30 à 45 ans. Après, les plus âgés ont du mal, mais en Guyane, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des jeunes, il y en a énormément. Il faut une démarche globale de formation, de savoir où on va, de faire venir les investisseurs. Et là, oui, je pourrais répondre, on fera la même interview dans 10 ou 15 ans, et là, j'espère qu'on pourra dire, mais la Guyane est un Eldorado et la région française la plus riche de France. Ça, alors, c'est on possible. prend l'engagement. On prend l'engagement, merci ça marche. Stéphane Lambert, merci beaucoup. Après l'emploi, l'autre chantier, l'éducation. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni. Le fleuve sépare la France du Suriname de l'autre côté de la rive. La pression migratoire est forte et la population jeune, très jeune, 40% au moins de 20 ans. La question scolaire a été au cœur de la mobilisation. La région manque d'à peu près tout, des établissements, des professeurs et des moyens. Voici le collège Paul-Jean-Louis, le plus grand de la ville, 1200 élèves pour 800 places seulement. Aujourd'hui, c'est jour de brevet blanc. Pressez-vous, vous êtes en retard, ça a sonné. Vous attendez là? L'établissement a été fermé plus d'un mois pendant la grève générale. Alors son principal, Didier Adnet, met les bouchées doubles pour rattraper le retard sur les programmes. Vous êtes en retard là, hein? Vous êtes avec qui là? Vous êtes avec qui? Oui, mais dans quelle salle, vous savez où c'est? D'accord. D'ici 5-10 minutes, quand ça va sonner, tout le monde sera à son poste, quoi. Malgré tous les efforts du personnel enseignant, les taux de réussite ici au brevet, mais surtout au baccalauréat, sont bien inférieurs à la métropole. Il y a un grand décalage entre ce qui est enseigné, pas seulement en termes de connaissances, mais de valeurs et tout, et ce que les enfants vivent à côté. Comme quoi, par exemple? Eh bien, comme la langue, déjà. La langue française, c'est une langue seconde, et des enfants parlant français ici, on leur apprend le français, et dès l'extérieur, reprennent leur langue natale en famille. Non, je vais chercher une chaise, s'il te plaît. Stéphane Pavé, lui, est professeur d'histoire géo pour les classes en difficulté. C'est le pilier de l'équipe pédagogique. C'est aussi un représentant syndical qui a martelé haut et fort son message pendant les manifestations. Il manque selon lui 500 salles de classe pour correctement scolariser les enfants guyanais. On le sait très bien en Guyane qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'école à partir de l'âge de 16 ans et qui n'ont pas de diplôme.
qui se retrouvent, voilà, s'ils n'ont pas de diplôme, bien, ils vont être dans la rue, et s'ils vont dans la rue, bien sûr, et ça va déboucher sur de l'insécurité. Et si, pour mémoire, pour vous rappeler, c'est qu'au début du mouvement, on est parti sur de l'insécurité et sur des homicides. Là, ça a déjà brûlé 2-3 fois ici. Il y a Madame Perlet qui est là. Après, vous avez... Il y a des élèves qui sont rentrés, le collège il est assez accessible, il est assez ouvert, donc le collège, il y a des élèves qui rentrent, et puis il y en a qui font parfois des petites bêtises, quoi. On a eu aussi un départ d'incendie dans une classe cette année, où ils ont regroupé des livres, ils ont fait un petit autodafé avec des livres d'histoire, ça n'était pas fermé. Là c'est le CDI, mais si, il est ouvert, vous voyez, vous pouvez rentrer. Allez-y, venez. D'accord. Les livres ici datent d'il y a plus de 15 ans. Les fenêtres cassées sont réparées à la va-vite. Il n'y a pas d'entretien et dans l'ensemble, très peu de moyens. Voilà, c'est des problèmes, ça c'est nos prises, quoi. Donc on emboîtait dedans, si on tire dessus, ça ressort. La clim, il m'a fallu 2 ans pour l'avoir. Là, la fenêtre, ça fait 1 an que c'est comme ça. Donc c'est plus des trucs comme ça qui sont fatigants en fait, parce qu'il faut tout le temps relancer, tout le temps faire des nouveaux dossiers. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre, donc on lâche un peu l'affaire. Et voilà. Et puis après, on a aussi pas mal de problèmes, c'est que je pense qu'on manque de budget par rapport à la métropole, clairement. Enfin, moi, au niveau du CDI, je travaille pas du tout comme des documentalistes travaillent en métropole, quoi. En métropole, ça va être beaucoup plus sur le numérique, sur les ordinateurs. Moi, je peux pas. Mes ordinateurs, ils sont pas du tout puissants, ils fonctionnent pas bien. C'est des choses je pense qu'ils ont déjà plus de 15 ans. Pour tout, de toute façon, tout ce qui est bouquin et tout, on a beaucoup moins de budget. Je dois avoir 3 000 € de budget pour l'année. Pour 1200 élèves, c'est rien, quoi. Clairement, on fait pas le même travail. Beaucoup d'élèves vivent ici, dans ce quartier qui jouxte le collège, un vaste bidonville. Stéphane a tenu à nous emmener avec un de ses collègues pour comprendre le défi d'enseigner à Saint-Laurent. Comprendre aussi pourquoi en Guyane, plus de 10 000 jeunes de 6 à 16 ans sont encore déscolarisés. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Ça va? J'ai parfois cours avec lui en mathématiques, avec monsieur Ryan. Ça va Ryan? D'accord. Ça va, ça se passe bien? Ok. Vous avez tous de l'électricité à la maison? Non, pas tous. T'as un groupe toi à la maison? Il n'y a pas de groupe? Il n'y a pas de lumière? Il y a la lumière à la maison? D'accord. Et vous êtes branchés? Vous avez des prises et tout? D'accord. Peut-être un raccordement. Il y a des raccordements qui ne sont pas légaux. Et oui, là déjà vous voyez, il y a un fil. Comme vous pouvez le voir, vous avez du scotch, du sparadrap sur le raccord. Très dangereux, il y a des enfants qui se promènent partout. Vous voyez, il y a des fils un peu partout. Il n'y a pas de fontaine d'eau, Carlo, aussi, ici, dans ce quartier-là. Il n'y a pas de fontaine. Non, il y a certains quartiers, ils ont mis des bornes avec une carte de prépaiement, et ils peuvent aller chercher de l'eau. Et là, vous voyez, il n'y a pas de fontaine, il n'y a pas d'eau courante. Les enfants se baignent dans des criques. Oui, des fois des criques polluées, qui est impropre. Donc des fois, ils arrivent en classe, ils arrivent avec plein de bobos, des fois des maladies de peau. Parce que il y a une hygiène de vie qui est manquante, bien sûr. Vous voyez leurs conditions d'enseignement, leurs conditions d'habitation qui sont assez précaires, très précaires. Ces populations dites du fleuve sont majoritairement Bushinengue, originaires du Suriname voisin. C'est le cas de Carlo qui est né ici à Saint-Laurent. Le suivi scolaire est d'autant plus difficile pour lui et ses collègues quand dans les familles la langue française est quasi inexistante. Qu'est-ce qu'elle en dit la maman sur le travail qui est fait à l'école quand les enfants y reviennent? Je trouve que c'est une bonne chose. Vous pouvez leur demander. Les parents, ils ont des difficultés puisque eux, ils n'ont pas été scolarisés justement. Donc quand les enfants arrivent avec des devoirs, soit l'enfant a compris quelque chose à l'école, donc il reproduit ce qu'il a compris, soit il n'a rien compris, il repart avec ses devoirs et puis on voit par la suite. Il y a de nombreuses inquiétudes qui s'accumulent et qui sont de plus en plus fortes. Ces enfants ne seront même pas des citoyens, puisqu'en fait, ils auront une méconnaissance de leurs droits, une méconnaissance même en fait du pays dans lequel ils vivent. Et c'est souvent ça le problème aussi, en fait, les gens ont une nationalité, soit la nationalité surinamaise, la nationalité française, mais en fait, cela ne veut rien dire, à part avoir droit à certaines prestations. Et la conséquence de ça, c'est quoi alors?
la conséquence de ça, c'est qu'on va construire une société sans citoyens. Oui, bien sûr. C'est là-bas, tu te fais avec la Martinique. Plus loin dans les terres, le long du Maroni, la situation est encore plus préoccupante. Stéphane et Carlo se rendent régulièrement dans les écoles isolées pour rencontrer les enseignants. Voici l'école primaire de Grand Santi, qui devra se passer encore une fois de la sonnerie du matin. Oui, non, et pas d'électricité. J'ai oublié ça. Donc pas de sonnerie et on va dire aux collègues. Allez, dépêche-toi, c'est l'heure là. Regarde, tout le monde est en classe déjà. Le jeune directeur, Guillaume, en a l'habitude. Cela fait déjà 7 ans qu'il est en poste ici. Tout le défi pour lui est de composer avec les dialectes bushinengue, parlés majoritairement ici. Pour les CM2, on a à peu près un tiers d'enfants qui ne savent pas du tout lire. Un tiers qui déchiffre et un tiers qui sait lire et comprendre ce qu'il dit. Donc c'est assez varié dans la mise en place. On est obligé de différencier, de faire à chaque fois 3 groupes dans chaque classe pour faire avancer à 3 niveaux. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même un énorme décalage entre le niveau en métropole et ici en Guyane. Ah oui, complètement, oui. On suit les programmes, mais pas forcément avec le niveau adapté. On prend les compétences en fonction de ce que connaissent les enfants. On ne peut pas prendre de la conjugaison et analyser une phrase si l'enfant ne sait pas lire. Autre défi, attirer de jeunes enseignants dans ces régions reculées. Beaucoup jettent l'éponge. Jérôme, lui, est l'exception qui confirme la règle, professeur depuis 17 ans en Guyane, alors que la plupart de ses collègues ne restent en moyenne que 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'il y a un turnover professionnel énorme et avec beaucoup d'absences aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les enfants d'avoir un suivi. Il y a même des années où on ne trouve pas d'enseignants pour prendre des classes. Donc ça c'est très compliqué. C'est vrai que on le constate tout de suite quand il y a des équipes qui restent sur place pendant un certain nombre d'années. On constate que le niveau des élèves s'accroît mais d'une façon très visible. Alors que voilà, quand les profs ne sont pas contents d'être là et qu'ils changent tous les ans en espérant vite la fin de l'année, ça reste très difficile pour les élèves. Et là, justement, les élèves sont souvent en échec dans ces cas-là. Et des professeurs mécontents, il y en a régulièrement à Grand Santi, surpris par les conditions de travail. Gladys est arrivée de Guadeloupe il y a 2 mois tout juste. Quand je suis arrivée, effectivement, c'est vrai que c'est différent. Il manque beaucoup de choses pour les gens d'ici. Il n'y a pas de sécu, la poste est trop petite. Aïe, 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 non, non. Si on n'a pas de compte à la poste, on ne peut pas trouver d'argent. Et j'ai appris dernièrement qu'on ne peut même pas envoyer de courrier. Donc, c'est quand même fort, je trouve. La connexion Internet, elle est catastrophique. Il n'y en a pas du tout. Donc, il y a pas mal de choses à voir, en fait. Donc, je trouve que les communes du fleuve sont délaissées par le gouvernement, par les élus de la Guyane, puisque quand même, il y a quand même des vies ici, il y a des êtres humains, donc c'est dommage quand même que les communes soient assez délaissées. Les accords de Guyane ont acté un plan d'aide de 250 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Reste à savoir si cela va suffire, tant la pression démographique et migratoire est forte dans la région. Il n'y a qu'un seul hôpital, celui de Saint-Laurent-du-Maroni, qui déjà est au bord de l'implosion. Dans la cour, des algécos temporaires qui ont fini par devenir permanents. L'afflux d'immigrés du Suriname voisin entraîne une saturation des services d'urgence. On manque de lits et de médecins spécialistes. Il faut absolument qu'il soit vu en coro, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place ni à Il n'y a pas de place à l'UH. Il n'y a pas de place à l'UH, et il n'y a pas de place en cardio à Cayenne, et il n'y a pas de place en médecine. Il y aura de la place à 2 heures pour l'UH. C'est la priorité, non? Vous avez des patients plus urgents? Non, moi non. Vous êtes souvent confronté justement au manque de place ici avec les patients? Oui, c'est à peu près tous les jours en fait. Moi là, je viens d'arriver il y a 2 semaines à Saint-Laurent. Et c'est tout le temps l'horreur, quoi. On ne sait jamais où les mettre. Le tableau, depuis que je suis arrivée, il est tout le temps plein comme ça. Et voilà, on ne sait pas quoi faire des patients. Dès qu'on doit avoir un cardiologue, par exemple, là on a un cardiologue, de ce que j'ai compris, 1 semaine par mois.
Donc si c'est les 3 semaines où il n'y a pas de cardiologue, bah, on faxe les ECG. Et puis après, s'ils ont de la place et que les patients ont des papiers, on peut les envoyer en ambulance sur Cayenne. Sinon, si c'est des urgences vitales, c'est un hélico. Et si c'est pas le cas, bah, on fait comme on peut, quoi. Mais c'est compliqué. Alors, voici le chef des urgences, le docteur Keza. madame, vous allez attendre dehors. Il dirige le service depuis 8 ans. Vous allez attendre dehors et on va lui faire la ponction, on vous fera rentrer après. Hors de question que je me fasse piquer. Le patient est un orpailleur brésilien, il n'a pas de papier et ne parle pas français. Je ne veux pas, je ne veux pas. Presque la routine pour les urgentistes, qui en voient défiler tous les jours. Por favor, pai, senta aqui, moço. É pro senhor ficar bom, moço. Você fique quieto, não faça nenhum movimento. Não quero essa injeção. É uma... Ok, laisse. C'est compliqué d'arriver à communiquer avec son patient, non? L'interrogatoire, c'est 50% du diagnostic. Pour faire un diagnostic, il faut parler. Et quand on n'arrive pas à les interroger, on est un peu comme des vétérinaires. Donc, c'est pas notre point fort. Là, vous parlez de brésilien, vous en avez un ici, vous en avez un au boxeur, vous en avez un devant le bureau. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en avez 5 ici, rien que dans le service, surtout les patients que vous voyez. Les urgences de Saint-Laurent-du-Maroni illustrent les manques de l'ensemble des services hospitaliers en Guyane. Manque d'infirmières, de médecins, d'aides-soignants et surtout de places. On ne peut pas faire tourner 80 patients dans cet espace-là. Du coup, soit on fait sortir les malades très tôt, soit ils attendent un peu longtemps et ils s'énervent, alors que vous avez vu, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Donc, voilà. Donc ceux qui se sentent mal à l'aise, il y a beaucoup de gens qui viennent et disent « Ouais, pour qu'on soigne que les Brésiliens et pas nous les Français qui payons ». Moi, je ne suis pas là pour ça et nous, les médecins, on n'est pas là pour ça. Donc ce mouvement était très bienvenu. Moi, j'étais à fond la caisse derrière, voilà. Donc, comme ils ont dit, nous gagnons ça. Donc, voilà, il fallait quand même que les gens comprennent les difficultés qu'on a. Ça n'existe nulle part, un service d'urgence qui fait de la réanimation, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout type de pathologie, qui doit gérer, qui doit être aussi un service social et tout. Donc ça n'existe pas. En plus de cela, on a les difficultés que tous les hôpitaux de France ont, mais en puissance 10, puisque on a un problème de recrutement. Nous devons être 14 médecins, alors que nous sommes actuellement que 7. Les plannings sont tendus et ça va craquer, ça craquera bien un jour. La maternité, elle aussi, fonctionne en flux tendu. C'est la seule de toute la région. Tout a l'air de bien se passer pour le moment. On y pratique 2000 accouchements par an. Le nombre a doublé en 10 ans à peine. À elle seule, la maternité absorbe plus de la moitié des ressources de l'hôpital. 70% des accouchements concernent des ressortissants étrangers. Je ne savais pas que vous parliez si bien sur la tango. Oui, mais depuis petite, du coup, ça va. C'est le créole qui est plus compliqué pour moi. Ici, il faut que tout le monde puisse parler les deux langues. Le Sranan Tango pour le Bushinagé, il y a aussi le créole pour les créoles et haïtiens. Il y a aussi l'espagnol pour les gens qui viennent de Saint-Domingue, d'Amérique du Sud. Le brésilien, alors brésilien c'est déjà plus compliqué, mais on ne peut pas parler tout, enfin on essaie de se débrouiller. Voilà, on a des traducteurs. On a des traducteurs pour les différents pays, on a des médiateurs culturels qui nous rendent service aussi. Mais ça complique un peu les choses. Puis anglais aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent du Guyana aussi, qui sont anglophones. Donc, Vous voyez passer tout le continent en fait. Oui, oui. Toute l'Amérique du Sud et les Antilles. Le service des prématurés déborde. Des mères du Suriname, du Brésil, des Caraïbes viennent accoucher pour que leur enfant obtienne la nationalité française. Résultat, la natalité explose. La population guyanaise pourrait doubler dans les 30 ans qui viennent. Et rien n'est prévu pour y faire face. Et là, on travaille ? Pas de contraction enregistrée au monito. Le collier à 50 mm.
De façon générale, l'administration française n'arrive pas à s'adapter à la vitesse de la démographie guyanaise, alors qu'il faudrait anticiper. Au contraire, on court après les événements, on court après la démographie, on court après les complications, on court après les problèmes de transport, d'éducation, de justice, etc. etc. C'est ça qui fait que la situation est devenue de plus en plus difficile, parce qu'il y a des niveaux de seuil, si vous voulez, à un certain seuil de population, les problèmes s'aggravent, et donc ça devient intolérable pour beaucoup de gens. Un nouvel hôpital est en construction à Saint-Laurent-du-Maroni, prévu pour 2018, pour désengorger l'hôpital historique. Il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est qu'aucun métropolitain n'accepterait d'être soigné ici dans de telles conditions. Comment est-ce qu'on peut encore accepter aujourd'hui, à notre époque, une telle situation? Mais on ne l'accepte pas, c'est pour ça qu'on construit cet hôpital. Il faut savoir que, certes, aucun métropolitain n'accepterait d'être reçu dans ces conditions, mais il faut voir aussi l'histoire de la ville de Saint-Laurent, l'histoire du CHOG. Saint-Laurent est une ville qui a poussé comme un champignon dans un temps extrêmement court, et effectivement, les institutions et toutes les infrastructures n'ont pas pu suivre. Et l'hôpital est à l'image de la ville. C'est un hôpital qui a connu un boom énorme et qui n'a pas eu le temps de se constituer, de se constituer comme un hôpital métropolitain. On est confiant, sachant que d'ores et déjà, on sait qu'à l'ouverture, les services sont déjà pleins. Ah bon? Pour quelle raison? Mais parce qu'on est déjà en suractivité, nous, sur l'hôpital actuel. Par exemple, en néonatologie qui accueille les bébés, on a 9 lits, on est en moyenne à 20 bébés sur les 9 lits. Donc, et c'est une information dont Paris a conscience? Oui, tout à fait, puisque c'est eux c'est le ministère de la Santé qui finance en partie l'hôpital, donc ils en ont tout à fait confiance. L'enjeu de l'hôpital, du CHOG, c'est évidemment de construire l'hôpital, mais l'enjeu c'est de le faire fonctionner, et d'avoir les professionnels pour le faire fonctionner. Quels sont les domaines où on manque de personnel? Alors on manque de personnel essentiellement du point de vue médical. Ça, c'est très, très prégnant, mais je crois que les hôpitaux de Guyane sont tous dans la même situation. On manque aussi de cadres de direction, on manque d'ingénieurs. Voilà, tous les personnels à haut niveau de compétences sont difficiles à attirer sur la Guyane. À Saint-Laurent-du-Maroni, les étrangers viennent chercher une meilleure offre de soins. Ici, on compte beaucoup de Surinamiens, puisque le Suriname est tout proche, mais il y a aussi des Dominicains, des Brésiliens et des Haïtiens. Et une fois sur place, ces populations sont confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles. Regardez, ce quartier, il s'appelle les Vampires à Saint-Laurent-du-Maroni. Il n'existait pas il y a quelques années encore. Eh bien aujourd'hui, il a poussé de terre avec du logement insalubre, mais aussi beaucoup de logements sociaux et des écoles en raison de l'énorme pression migratoire. Un melting pot impressionnant que la population amérindienne guyanaise subit de plein fouet. C'est à leur rencontre que je vous propose d'aller maintenant. Direction Camopi, à l'extrême est de la Guyane, tout près du Brésil, dans un village amérindien qui compte à peine 1500 habitants, quasiment coupé du monde, mais avec une population confrontée à une large détresse. Pour se rendre à Camopi, il n'y a pas d'autre moyen que la pirogue, comptée entre 3 et 8 heures, et sinon c'est l'avion. 1 heure de vol depuis Cayenne. Aujourd'hui, la mairie de Cayenne, justement, a dépêché ses agents pour organiser la tenue du conseil municipal. Cela se passe en moyenne 1 fois par mois. Les distances compliquent pas mal la donne. Et ce n'est pas le maire de Camopi qui dira le contraire. Depuis des années, il se bat pour que sa commune sorte de son isolement, et la tâche est rude. Il veille sur 1500 habitants répartis sur un territoire grand comme la Gironde. Aujourd'hui même, on part à 11h. Il n'y a même pas les préfets, il n'y a même pas le sous-préfet. La collectivité ne vient pas. Alors donc c'est pas vous qui va régler ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous sentez oublié par les collectivités? Nous sommes totalement oubliés à Camopi, madame. À Camopi, nous sommes oubliés. Une commune du bout du monde. En face, c'est le Brésil et tout autour, le long de l'Oyapock, des chercheurs d'or clandestins, les Garimpeiros. La population est amérindienne, des communautés Teco et Wayampi. La plupart ne connaissent que l'Amazonie qui les borde. Rares sont ceux à s'être rendus jusqu'à Cayenne. Et puis il y a les chiffres, alarmants, 80% d'inactivité. Aucune entreprise, aucune création d'emploi. Juste une poste, l'école, un dispensaire et la mairie, qui depuis peu
met une salle à disposition pour les jeunes de la commune. On y chante du rap en langue teco, leur langue maternelle, toutes les fins de journée. Et c'est lui, Lucien, qui en a eu l'idée, pour donner une occupation aux jeunes de la commune après l'école. Faut qu'on trouve des trucs, des activités, parce que si on le laisse comme ça, il peut y avoir des guerres civiles, quoi. C'est-à-dire pourquoi? Ben, par rapport à tout ce qui se passe là, par exemple les gars impériaux là qui sont en train de s'enrichir, et puis on est spectateurs de leur richesse, tout ça, ça peut créer des envies de terroristes, quoi. Voilà. Vous parlez des orpailleurs, par exemple? Ouais, des orpailleurs, oui, ils viennent, ils savent tout. Tout ça, ça disjoncte un jeune. Parce que le jeune, il est là, son travail, et puis quand il regarde l'orpailleur, lui, il a tout, quoi. Et tout ça, ça crée notre envie de disjoncter. Et pourquoi ici, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective? Rien du tout. À part fumer de la drogue, dormir. Il n'y a rien à faire, quoi. Ça me donne envie de braquer, de voler, d'assassiner et tout. Ouais. Mais après, je sais pas si je vais le faire. Ça dépend. La majorité des jeunes de Camopi est aujourd'hui déscolarisée. C'est généralement après le collège qu'ils décrochent. Le premier lycée est à plusieurs heures de pirogue. Tous se sentent condamnés à rester là où ils ont grandi. Comme si tu fais un élevage de poulets, je sais pas quoi, moi, cochon, et puis tu les gardes là. C'est comme ça qu'ils font avec nous. C'est toujours une histoire de discrimination, parce que ce sont des peaux rouges et puis ils sont là, pourquoi s'occuper d'eux, quoi. Camopi est situé dans un parc protégé. Jusqu'à il y a 4 ans, il fallait une autorisation préfectorale pour avoir le droit de s'y rendre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Officiellement, le but est de donner une chance au développement économique et touristique. Échec sur toute la ligne, les touristes ne sont jamais venus, ni les entrepreneurs. Alors pour Lucien et pour bon nombre de jeunes de la commune, le sentiment d'abandon n'a jamais été aussi fort. Là, en fait, on est français sur papier, mais vraiment dans le sang, on reste amérindien de l'Amazonie, pas de la Guyane française. En fait, on est de l'Amazonie, on est une famille de Topi-Guarani de l'Amazonie. Donc après, en deuxième position vers la Guyane française. Parce que pour nous, c'est plus un combat qui a commencé depuis la découverte de Christophe Colomb, quoi. En fait, c'est nous, on le voit comme ça. Nous, on ne le voit pas comme une découverte. On le voit comme un affrontement. Tu vois, c'est-à-dire un affrontement? Affrontement, disons, des terres. La mère de Lucien n'a jamais parlé le français. Elle n'en a jamais l'occasion. Les jeunes générations, elles, sont tiraillées entre la culture amérindienne, celle héritée de leurs parents, et la culture française découverte sur les bancs de l'école. Une crise identitaire qui les pousse au suicide. Les taux sont 18 fois plus élevés qu'en métropole. Lucien et ses frères ont composé une chanson pour tirer la sonnette d'alarme, image à l'appui, pour dénoncer ceux dont ils sont témoins. Il y a 2 ans, un rapport sénatorial parlait d'une épidémie silencieuse. Au petit matin, le petit frère de Lucien nous apprend le suicide d'un de ses amis. Encore un. La nouvelle vient de tomber. C'est le 3e suicide dans la même famille. Les suicides sont vite faits. C'est pas vite à l'acte. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? De là, on se demande peut-être que c'est le fait que peut-être le fait que les cultures aussi se croisent et qu'ils ne savent pas leur propre culture, ils ne connaissent pas vraiment. Et la culture française, ils ne connaissent pas pour autant non plus. Et puis, ils ne savent pas où se situer. Donc, ils se fient à l'alcool et l'alcool leur joue des tours après. Nous, on a accepté la culture française telle qu'elle, tout en étant amérindien. Et puis, je ne sais pas pourquoi la France
ne veut pas accepter l'histoire amérindienne dans son histoire. Quoi. Le suicide est aujourd'hui la première cause de mortalité à Camopi. La question a pourtant été passée sous silence dans les récents accords de Guyane. Bienvenue sur Une épidémie silencieuse, celle du suicide des jeunes Amérindiens. Et si les causes diffèrent, vous allez voir que c'est l'ensemble de la jeunesse guyanaise qui souffre d'un mal-être. Je suis actuellement à Matoury, c'est tout près de Cayenne, dans le seul foyer d'hébergement pour mineurs délinquants. Bonjour Maliga Moutouvirin, vous êtes juge des enfants. On va d'abord planter le décor avec quelques chiffres sur la délinquance en Guyane. La Guyane, c'est le territoire le plus criminogène de France, avec un taux d'homicide 4 à 5 fois supérieur à la moyenne nationale. On a comptabilisé 42 homicides en 2016. Pour quelles raisons? Parce que c'est un territoire désœuvré, c'est ce qui a été dit au moment des grèves, et c'est une réalité qu'on connaît peu finalement en métropole. La Guyane manque de tout, de manière générale, de structures, d'accompagnement social, de prévention. Et c'est ce qui fait que finalement on arrive sur des situations qui sont très détériorées. C'est des délinquances qui sont différentes par contre selon les villes, ce qu'on peut voir. Au niveau de l'ouest guyanais, on se retrouve avec beaucoup de trafic de stupéfiants à cause de la frontière qui est poreuse avec le Suriname. Donc on a beaucoup de cas comme cela. Au niveau de Cayenne et Kourou, c'est plus de la violence, des vols avec violence qu'on peut retrouver. Sans entrer dans les chiffres, en quoi est-ce que ce brassage ethnique, cette présence très forte de l'immigration, il faut le dire, 45% de la population en Guyane n'est pas guyanaise, elle est d'origine immigrée. Quand on comptabilise les clandestins, on monte à plus de la moitié des Guyanais qui ne sont pas d'origine française. En quoi est-ce que ça joue ? Nous, au niveau du tribunal, on ne peut pas parler sur ce plan-là puisqu'on ne fait pas de statistiques ethniques. Donc on ne peut pas dire dans quelle proportion les étrangers sont auteurs de faits délinquants. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une grande partie de la population vit dans des conditions qui sont quand même très détériorées. Et peut-être encore plus ces populations qui sont immigrées et qui arrivent dans des conditions assez catastrophiques. Et pour moi, c'est ces conditions-là de vie et ce désœuvrement, puisque c'est des populations qui sont fortement touchées par le chômage, qui ont très peu d'activités, qui ne sont pas pris en charge par des intervenants sociaux, qui finalement se retrouvent désœuvrés et finissent par commettre des actes délinquants. Erwan, comment est-ce que vous faites pour proposer un autre avenir à ces jeunes? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider dans votre quotidien? Il faudrait de manière très très raisonnable des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir faire tourner, construire des établissements type foyer, collectif, spécifiquement pour mineurs délinquants. Il faut vraiment une prise de conscience globale que quand on parlait tout à l'heure de 46 homicides, on ne va pas les éviter simplement en faisant peur, en ayant plus de gendarmes, en faisant plus de répression. On va éviter ça aussi en faisant beaucoup plus de prévention, en repérant les problèmes en amont. Puisque on voit les jeunes qui arrivent chez nous, c'est vraiment des situations très dégradées. Et parfois c'est compliqué de redresser là-bas. Après le littoral, l'Est et l'Ouest, plongés dans le cœur du département hostile et sauvage, la forêt amazonienne. Elle couvre 96% du territoire. Et c'est ici peut-être que se joue une partie de l'avenir de la Guyane. La filière du bois concerne plus de 200 entreprises spécialisées. C'est le deuxième poumon économique de la Guyane, après l'aérospatiale. On y va. Il était pas loin. On a bien fait de pas trop s'avancer quand même. Arrivé il y a 20 ans de métropole, Grégory Nicolet est l'un des plus grands exploitants de bois de la région. On voit son numéro là, c'est l'ONF qui l'a mis. C'est la plaque d'identité du bois. Ça le géolocalise, ça dit l'essence, ça dit qu'on a le droit de le couper ou non, si c'est une réserve ou pas une réserve. Mais en plus, si c'était une réserve, il aurait une peinture bleue dessus pour doubler les chances de ne pas le couper. Et surtout, et si on va plus loin dans la base de données, on connaît aussi son diamètre estimatif et sa longueur.
qu'est-ce qu'on a le droit de couper et pas de couper en fait? Il y a des bois qui sont protégés? Ouais, on a des bois qui sont protégés. Par exemple, pour avoir un jeune angélique, on estime que c'est un semencier, que c'est lui qui va donner d'autres graines. Donc celui-là, on va le laisser. Ça, c'est l'ONF, c'est le gestionnaire qui le détermine. En moyenne, seuls 5 arbres par hectare peuvent être prélevés en Guyane. Bien moins qu'au Suriname et au Brésil voisin, soumis quant à eux à moins de contraintes environnementales. Le secteur est à l'aube d'une petite révolution qui pourrait créer des milliers d'emplois. Jusqu'à présent, les scieries guyanaises étaient soumises à des règles strictes. Sur chaque tronc, seuls 40% étaient utilisés, le cœur. Le reste, jusqu'à présent, était jeté, perdu. Mais maintenant, tout va changer. Je compare ça à la filière porcine. C'est comme si on élevait des cochons et qu'on mangeait que le jambon. Et le reste, on ne savait pas quoi en faire et on le jetait. Donc vous imaginez le prix du jambon. Et ben nous, jusqu'à présent, dans la filière bois en Guyane, on savait valoriser que le meilleur du bois. Bah, pourquoi pas le jambon, quoi. Et le reste, on ne savait pas quoi en faire. Donc à un moment, c'était plus possible. Donc il fallait valoriser l'ensemble de la matière première. Donc on a trouvé ça pour tout valoriser ce qu'on extrait de la forêt. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va complètement changer la donne. Je pense que si on mangeait que du jambon, il n'y aurait plus d'élevage de cochons en Europe. Nous, si on n'avait pas trouvé ça, je pense qu'il n'y aurait plus de scieries sous peu. La solution, elle se trouve à quelques kilomètres de là. Dans la seule centrale à énergie biomasse de Guyane. Les déchets du bois sont brûlés dans cette chaudière puis transformés en électricité. L'idée vient d'une entreprise 100% guyanaise. Avant, pour produire de l'électricité, il fallait importer du carburant. Maintenant, le bois fera l'affaire. Alors grâce à cette centrale qui valorise le gisement des 5 principales scieries de Guyane, on produit assez d'électricité pour alimenter 10 000 foyers guyanais. Et l'idée, c'est de l'augmenter? Bien sûr, l'idée c'est de porter la capacité ici de 2 MW à 40 MW en construisant 4-5 nouvelles centrales. L'entreprise prévoit d'investir 450 millions d'euros d'ici 2022. Et c'est toute une filière qui est en train de naître. De nouveaux projets voient le jour comme ici sur ces anciennes zones de pâturage, devenues infertiles. Donc là, 3 semaines pour planter 11 hectares, vous n'avez pas chômé. Hein. On mange bien en Guyane. Cette start-up agricole a eu l'idée de faire pousser des arbres d'un genre très particulier. Le fruit d'années de recherche, pour qu'ils soient ensuite coupés et transformés en énergie. Donc ce sont des plantes à croissance rapide, elles poussent d'environ 3-4 mètres par an et elles ont la capacité de se développer sur des sols extrêmement pauvres. Et donc ces plantes-là permettent en fait de redonner une vie à ce sol, c'est recréer une biodiversité qui avait disparu. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'hectares en Guyane qui sont impropres à la culture, qui sont des sols jugés non fertiles, qu'on peut refertiliser et faire coup double. Donc valoriser des plantes à des fins énergétiques et favoriser l'installation d'agriculteurs sur le territoire. Et les agriculteurs de demain, on les trouve ici, dans un des seuls lycées agricoles de Guyane. Les élèves ont eux aussi soutenu le mouvement de mars dernier. Ils ont aujourd'hui décidé de miser sur le potentiel de leur territoire. C'est un mouvement nécessaire en fait pour faire avancer la Guyane. Ça fait trop longtemps que les problèmes y traînaient. Et là, je pense que franchement, ça a été un mouvement, ça a permis de réveiller en fait les consciences. Et j'espère en fait qu'avec cette grève-là, ça permettra vraiment de faire avancer les choses. Moi, je compte me convertir en professeur pour commencer et puis en agriculteur aussi. Tout ça pour développer le côté éducatif de notre Guyane et aussi le côté source naturelle qui se cache tant depuis des années ici. C'était nécessaire alors, hein, la grève? C'était nécessaire, ça m'a réveillé un peu la conscience. Au regard de ton expérience entre la Guadeloupe et la Guyane, quel avenir tu perçois toi pour cette collectivité? J'espère vraiment que des aides pourront être données aux agriculteurs, qui pourront être plus soutenus dans leurs projets et que la culture puisse être mieux valorisée en fait. Ici, on a l'impression que tout reste à faire. Bien, en fait, oui, il y a vraiment un énorme potentiel. C'est ce que j'ai remarqué en arrivant ici. Il y a vraiment un énorme potentiel, mais il faut vraiment qu'on donne un petit coup de main, en fait, un petit coup de pouce, parce que vraiment, il reste encore beaucoup de choses à faire, de belles choses à faire.
Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Merci Rodman. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, ce numéro spécial Investigation Guyane sur les routes de la colère, un document exceptionnel réalisé ici, à travers tout le territoire. Très belle fin de soirée sur France O.